Nous voici au champ des étoiles. On raconte qu'ici, habillé de son manteau étoilé, Radegonde a demandé à Dieu de la protéger de son mari. Les pommiers auraient alors courbé leurs rameaux pour cacher la reine des Francs qui passa la nuit dans le verger. Le lendemain, elle repartit en laissant son manteau royal. On raconte que depuis, les étoiles de son habit magique remontent à la surface. Il suffirait de chercher au sol. Ok, c'est plutôt dingue. Des milliers de personnes passent chaque jour devant des endroits fabuleux sans jamais ouvrir les yeux. Chaque région de France recèle de vieilles croyances, de superstitions et de mythes. Souvent, ce sont des lieux précis qui les immortalisent à tout jamais. Alors, entre fontaines magiques, créatures terrifiantes et rochers mystérieux, en passant par les châteaux hantés et les forêts enchantées, me voici sur la route, armé de ma caméra pour vous faire parvenir 13 lieux légendaires par département. Rencontrerai-je Mélusine, l'Ankou, le Dahu ou bien la bête du Gévaudan? Je vous amène avec moi dans cette aventure à travers le folklore français. Les Deux-Sèvres font partie de l'ancienne province du Poitou, territoire parsemé de très vieilles légendes. La tradition donne au géant Gargantua l'origine de beaucoup de dolmens et de tumulus, et attribue à la fée Mélusine une grande partie de ses constructions. Le thème des chats maléfiques se réunissant la nuit du carnaval est aussi très répandu, et ici et là, on vous parlera régulièrement de farfadets. Ces créatures font en effet partie intégrante du folklore de Sévrien, et on disait de la vallée de l'Aigret qu'elle était le domaine exclusif des farfadets. C'est donc ici que commence notre road trip dans les Deux-Sèvres, au champ des étoiles. Et ça commence plutôt bien, non ? Radegonde de Poitiers est une figure emblématique du Poitou. Née en 520, elle épouse Clotaire, fils de Clovis, et devient la reine des Francs. Elle se retrouve dans plusieurs mythes, a donné son nom à 16 communes et fait partie des patronnes de France. Les étoiles de Radegonde remontent à la surface depuis 1500 ans. En réalité, ces étoiles remontent à la surface depuis des milliers d'années. Il s'agit de fossiles de crinoïdes, des animaux marins qui vivaient autrefois ici, à une époque où les Deux-Sèvres se trouvaient sous le niveau de l'eau. Là, je vous le dis, il y a des gens qui se sont fait chier à creuser. Bon, je pense qu'on a trouvé assez d'étoiles pour aujourd'hui, on va peut-être en laisser au prochain. On va se rendre à notre prochain endroit car un autre animal aquatique nous y attend. Une coutume particulière a traversé les âges ici, à Oiron. Encore au siècle dernier, on y préparait des potions en grattant des miettes de la mâchoire de crocodile. On raconte que ces potions pouvaient guérir les fièvres. À la collégiale Saint-Maurice, la chapelle du château, on y trouve là aussi un crocodile. Il serait la représentation d'un crocodile qui vivait dans un souterrain avec un crapaud géant. Les villageois tuèrent le crocodile pour préparer leur potion et le crapaud mourut de chagrin. Pour d'autres historiens, ce crocodile pourrait aussi rappeler un dragon qu'un chevalier a vaincu pour pouvoir se marier avec la fille d'un seigneur de Oiron. Quoi qu'il en soit, ce crocodile dans cette chapelle est déroutant et fait partie des surprenantes curiosités que l'on peut trouver dans le nord du département. Mais descendons un peu plus au sud maintenant.
Nous voici donc à Parthenay, l'une des villes créées par la fée Mélusine. La fée Mélusine est probablement la figure la plus populaire du Poitou. Elle est une bâtisseuse créant villes et édifices sur son chemin. Si quelqu'un la surprenait dans son travail, qui avait toujours lieu la nuit, elle cessait immédiatement ses travaux. C'est pourquoi il manque une pierre à la chapelle de Ménigoutte, la dernière pierre de la Flèche de Niort ainsi que de l'église de Parthenay. Elle aurait bâti cette église en seulement 3 nuits, avant d'être interrompue par le lever du soleil. Jamais elle ne revint poser la dernière pierre. Elle partit vers d'autres contrées et sa monture laissa une trace de sabot sur la pierre manquante. Toutes les fois que l'on tenta de placer la pierre, elle tombait dès le lever du jour. Donc, si j'ai bien compris, le lieu que je cherche se trouve tout en bas des escaliers, au plein cœur de la forêt. Alors bien que cette forêt soit très connue dans le coin, et qu'elle soit notamment très importante pour la biodiversité, tout le monde connaît cette forêt pour le puits d'enfer, pour une légende que cette forêt renferme depuis plus de 1000 ans. Un dimanche matin, avant la messe, un paysan passe par le champ qu'il a fauché la veille. L'herbe y est belle et bien sèche. Il y a ici de quoi nourrir ses bêtes et même en vendre. Mais d'un coup, l'orage éclate. Si la pluie tombe sur le champ, tout son travail est anéanti. Préférant délaisser la messe, il revient en hâte à son écurie, attelle ses bœufs pour aller mettre l'herbe sèche à l'abri. Mais pour aller de sa ferme à son pâturage, il doit traverser le ruisseau. C'est précisément ici que le drame survient. L'un des bœufs glisse sur un des rochers et entraîne l'autre animal, la charrette, la récolte et le brave homme. Personne ne revit jamais ce paysan qui avait préféré son profit personnel à ses obligations religieuses. La légende du puits d'enfer était née. Laissez-moi vous raconter une belle légende. Berthe, madame de Chambril, était mariée au baron de Chambril. Cependant, elle était amoureuse d'un autre homme, Guy de Trémont. C'est dans cette vallée que nos amants vont se trouver la nuit, en secret. Jusqu'à une fameuse nuit de pleine lune où le baron va les surprendre et les poignarder. Berthe se pétrifia et devint ce rocher. Et quand la nuit se met à tomber, on croirait vraiment voir une silhouette. Guy de Trémont, quant à lui, blessé mortellement, alla mourir plus loin en laissant couler le ruissellement de son sang. Ces gouttes de sang devinrent des petits grenats, cailloux charriés depuis ce temps par le ruisseau qui a creusé la vallée et qui lui ont donné le nom de vallée aux grenats. Venez voir ça, vous allez voir. Là, on voit plein de roches bien rouges, comme si le sang de Guy de Trémont était resté là. Il allait rester à tout jamais. Depuis, le ruisseau des Grenats vient mêler ses eaux au ruisseau de Chambril, comme si les deux jeunes amants continuaient à s'aimer et à s'unir dans l'au-delà. On raconte aussi qu'aux premières lueurs de l'aube, la dame de Chambril hoche la tête.
Foucambert se trouve sur un petit chemin qui mène au village de Vernoux-sur-Boutonne, juste après Vilaine. Les eaux miraculeuses, fontaines magiques et lavoirs bénis sont communs en France, et il en existe plusieurs rien que dans les Deux-Sèvres. La fontaine de Foucambert n'est pas la plus jolie, elle n'est pas la plus grande, elle n'est pas la plus réputée ou la plus connue, non. Mais si j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, c'est parce que son utilisation était encore attestée au XVIIIe siècle. L'eau miraculeuse de cet endroit permettrait de guérir des maladies et d'apaiser des symptômes, que ce soit chez les humains mais aussi chez le reste du règne animal. Guy Pilard a dit: les bergers qui voulaient avoir des brebis fécondes les menaient boire à ces fontaines pendant un certain nombre de jours. Et s'ils voulaient avoir un agneau noir, il leur fallait plonger les brebis dans l'eau. Les anciens racontent même que la semaine précédant la fête Dieu, l'eau se changeait en lait. La tradition rapporte en revanche que la nuit, les voyageurs attardés y rencontraient autrefois des troupes de laveuses habillées de blanc, battant du linge funèbre. Cette rencontre était considérée comme un présage de malheur. Ceci ne me rassure pas des masses, surtout que nous nous trouvons à proximité de Vilaine, juste ici, au fond du chemin. Et à Vilaine, on y trouverait apparemment un farfadet maléfique. Toujours à proximité, au lieu-dit de la Belle Croix, on raconte que des chats se mettent à danser avec des sorciers autour de pierres hantées par des fées et des nains. Tous les samedis, Mélusine se transformait en femme serpent. La tradition nous rapporte que, lorsqu'elle était ainsi transformée, il fallait absolument qu'elle se baignât, sinon elle risquait de mourir. Un vendredi soir, épuisée après avoir construit le château de Coudray-Salbar, elle se posa ici, dans la forêt de Chizé. Bien trop épuisée pour trouver un point d'eau, elle s'arrêta devant 7 glands disposés en cercle, et elle s'adressa à eux en ces termes. Allez-y, poussez donc bien vitement, chers petits glands. Faites-moi des chaînes tout en rond, oui tout en rond. Après cela, nous verrons, oui nous verrons. Les glands se mirent alors à s'enfoncer dans l'herbe, s'empressèrent de germer, puis de forcir et de pousser si vite et si bien que les 7 troncs se sont intriqués, les uns dans les autres, à leur base pour former une sorte de vasque. Voici donc les 7 chaînes de Chizé, que l'on appelle aussi la baignoire de Mélusine. Bon, ils sont un peu morts, surtout depuis la tempête de 1999, mais justement, la forêt de Chizé sert d'étude quant à la résistance des arbres face aux intempéries et aux changements climatiques. Les pierres d'Amuré ne peuvent pas être comparées à d'autres pierres du coin. Elles ne ressemblent en rien à ce que l'on trouve dans le paysage environnant. Elles ont été vénérées pendant des siècles, à tel point qu'on leur amenait des pièces de monnaie. Les femmes stériles pouvaient même venir auprès d'elles afin de devenir fécondes. Mais alors, que font-elles là ? Eh bien, selon la légende, ce sont les premiers fondements de l'église d'Amuré. Les maçons avaient beau travailler, chaque matin leur ouvrage avait disparu. Alors, dans son découragement, l'un d'eux jeta son marteau bien loin en lui disant « Va-t'en chercher la place où nous pourrons travailler ». Le marteau s'arrêta sur l'emplacement actuel de l'église qu'il fut alors facile de bâtir.
Une autre tradition rapporte aussi qu'en des temps reculés, on attacha tous les bœufs du village à ces pierres. Mais leurs efforts furent impuissants, et les pierres sont restées là où on les voit encore aujourd'hui. Chef-lieu des Deux-Sèvres, Niort abrite 4 dangereux dragons en son centre, et ce depuis 1992. Ces sculptures métalliques sont le rappel d'une légende bien connue dans le coin. Au XVIIIe siècle, alors que le marais Poitevin était tout proche, un serpent ailé en sortait et venait tous les jours et toutes les nuits pour enlever des villageois et les dévorer. Personne, pas même les habitants les plus forts ou les plus courageux, n'arrivait à le vaincre. C'est alors qu'Alono, condamné à mort, demanda sa grâce en offrant de tuer le monstre. Couvert d'une armure d'acier, il réussit à plonger son poignard dans la gorge du serpent. Le soldat crut le combat gagné et enleva son casque quand le dragon sauta sur lui et le mordit à la figure. Les deux moururent en même temps. On éleva alors une tombe pour le soldat en mémoire de son combat, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Aguessy. Eh bien, allons-y voir cette tombe. Malheureusement, on me dit au musée qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette tombe. Et m'envoie donc au musée du donjon. Bon, allons voir la tombe du soldat au musée. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est le deuxième musée que je fais. En fait, personne n'a la tombe du soldat. Pourtant, moi, c'était marqué dans un bouquin, c'était marqué sur internet. Même eux, on m'a confirmé au musée qu'ils l'avaient bien dit à la télévision. Mais personne ne sait d'où vient justement cette légende. Personne ne sait pourquoi le bruit court que la tombe est ici. Donc personne ne sait où est la tombe. Personne ne sait d'où vient cette rumeur. Voilà, c'est parti. Prochain lieu. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la légende du dragon. Un combat entre un homme et un serpent qui a marqué nos ancêtres, une métaphore des rivalités entre protestants calvinistes et catholiques romains, ou bien représente-t-elle simplement la fin des travaux d'assainissement des abords de la ville, par la mise à mort du dragon symbolisant la fin des pestilences moyenâgeuses, ou bien peut-être que ce serpent ailé existait réellement. Bon, alors, apparemment, si on veut pouvoir observer Mélusine, c'est ici, au Roquecervelle, car Mélusine habiterait sous le rocher. Mélusine construit le château de la ville de Besseleuth et depuis sa destruction, elle habite sous le Roquecervelle, d'où elle pousse des cris pour effrayer les voyageurs. L'hiver, elle urine et engendre alors une source qui s'écoule vers l'Autise, ainsi que l'eau qui suinte d'une salle basse du château. Alors j'essaie de prendre de la hauteur là, parce que le rocher, en fait, il est très difficile d'accès. Il est rempli de ronces partout, et là j'ai même de croiser des gens qui trouvaient ça décevant que le rocher soit un peu dissimulé derrière toute la végétation. Donc là je grimpe et c'est raide. Peut-être qu'on aura une belle vue. En tout cas je n'entends pas Mélusine crier. C'est probablement parce que elle doit bien aimer ma compagnie. On y est. Hop là. Voilà ce que je viens de monter. Bon, ça fait quelques temps que je suis là maintenant. Toujours pas entendu Mélusine et je ne l'ai surtout pas vue. Donc on va continuer notre route.
Allez, on se retrouve au prochain lieu. Nous voici à l'Arjas. Dans le coin, on appelle chirons ces énormes boules de granit qui sortent du sol. Vous vous doutez qu'avec de telles pierres, beaucoup de mythes ont été créés et souvent encore, elles impliquent des farfadets. Mais la légende la plus connue du parc des Chirons se cache ici. C'est celle de cette pierre que l'on appelle le rocher branlant. Il s'agit d'une pierre de jugement. Les gens pouvaient faire des kilomètres juste pour pouvoir faire bouger le chiron et ainsi se faire pardonner de leurs erreurs. La grâce ne pourrait s'appliquer qu'à celui ou celle qui arriverait à mettre en branle le rocher. On a des traces, par exemple, de femmes ayant commis l'adultère et qui se sont rendues ici. Et je n'arriverai pas à faire bouger ce rocher. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas de force, hein, détrompez-vous, c'est juste que... j'ai pas commis l'adultère. Le chiron est en équilibre depuis des centaines d'années. Personne n'a jamais réussi à le faire tomber. La chapelle Saint-Laurent est l'un des lieux les plus visités du département. La commune abrite 3 lieux, en rapport avec des légendes locales, en plus d'être un lieu de pèlerinage. La première légende est celle de la basilique Notre-Dame de Pitié. La tradition orale rapporte que durant le Moyen-Âge, un paysan trouve une statue de la Vierge Marie tenant le corps de Jésus dans un bosquet. Ne voulant pas la laisser ainsi, il l'emmène à l'église du village. Le lendemain, la Vierge était à nouveau dans le bosquet. Le phénomène se reproduit plusieurs fois et on décide alors de construire une nouvelle chapelle à cet endroit. La deuxième légende est celle de ce gros bloc de granit, de 600 mètres carrés. Un combat entre la Vierge et le diable aurait fait rage et la Vierge y aurait laissé l'empreinte de son pas. Depuis, les pèlerins viennent y poser leurs pieds pour se préserver ou se guérir d'infirmités. Par respect pour la tradition, je vais mettre mon pied là où la Vierge a posé son pied, comme des milliers de personnes le font. Sachez-le, la Vierge chausse du 39, donc... ouais, bon, bah, c'est pas ma pointure. La troisième légende est celle du timbre au chat. La légende raconte que les chats du village se réunissaient autour de cette pierre le soir du Mardi Gras. Ils volaient les restes de nourriture à leur maître et les déposaient dans le trou. D'autres versions parlent aussi du diable ou d'un farfadet qui les nourrissait. Les félins dansent, hurlent et les humains y sont interdits, sauf s'ils veulent être dévorés par leur propre chat. Il y a une quarantaine d'années, un nouvel habitant du village aurait décidé de mettre le timbre au chat dans son jardin. Et tout de suite, il devint malade. Aucun médecin ne réussit à savoir ce qu'il avait. Un ancien du village alla donc à sa rencontre et lui parla de la malédiction du timbre au chat. On raconte que dès le lendemain matin, l'homme alla remettre le timbre au chat à sa place initiale, donc ici, et que son mal disparut pour toujours. Nous terminons notre périple dans le refuge à monstres, les rochers du Pyrome.
Selon la tradition, toutes les créatures du Poitou viennent se cacher ici, près de Mauléon. Allez, rapprochons-nous, il y a un petit chemin. On racontait au Moyen-Âge qu'on y voyait régulièrement des farfadets, des lutins et même des loups-garous. On raconte qu'une procession silencieuse permettait de les chasser. Mais un jour, une femme arriva à Pirôme et crut voir la silhouette du diable. Prise de frayeur, elle s'écria « Le voilà, le voilà !» Aussitôt, elle fut saisie, emportée, et jamais plus on ne la revit. Des traces d'une autre légende encore parcourent les vieux livres poussiéreux du terroir. Les farfadets garderaient un trésor caché sous un énorme bloc qui se soulève à minuit sonnant, la veille de Noël. À ce moment précis, l'or est offert aux libres convoitises de ceux qui consentent à céder leur part de paradis. C'est ici, dans l'antre des monstres de Sévrien, que se termine ce premier voyage pittoresque à travers le folklore du Poitou. Entre dragons et fées, n'oubliez pas de regarder où vous marchez, car si les légendes ont effrayé nos ancêtres, elles peuvent éclairer nos descendants. Elles nous permettent de rêver, de nous ressourcer, de comprendre notre passé. Et peut-être qu'une nuit de pleine lune, c'est votre empreinte de pas laissée sur la route à la recherche de légendes qui en deviendra une.